Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde d'abord l'environnement. D'abord, il faut savoir si on part pour imaginer monter un itinéraire qui sera plutôt du trekking, de la marche, de la randonnée, ou plutôt un voyage de découverte culturelle. C'est important. Cette reconnaissance fait l'objet, quand tu rentres en France, d'un débriefing avec l'équipe, d'un rapport, d'un rapport d'études de terrain finalement. Ah oui, complètement. La personne qui est là-bas rapporte des notes, rapporte des photos, et effectivement, on va faire un débriefing auprès de l'équipe et va écrire des choses, qui seront donc une sorte de premier roadbook sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a fait, et finalement, cette chose-là va être ensuite déclinée, va être améliorée, donc rapidement ou plus longuement au cours des années, après une seconde reconnaissance, etc., pour affiner tout ça. Les idées géniales, il y en a plein. Ce que je voudrais plutôt dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil à la disposition de tous, nous, mais le public, qui s'appelle Google Earth. Ouais. Et c'est un outil extraordinaire. Ah oui, même pour vous. Ah mais oui, Google Earth. Il y a des hommes de terrain, je le rappelle. On est des hommes de terrain, mais vous avez une visualisation aujourd'hui d'une telle précision sur Google Earth que c'est un rêve de passer des heures sur Google Earth, de regarder. Et puis après, comme on connaît aussi le terrain, puis on a les cartes, ça va aider. Mais d'accord. C'est quand même un sacré outil. D'accord. Je me souviens quand on avait fait, on avait fait le tour du Nempo Yurtse avec Louis-Marie Blanchard en 2004. On avait une pauvre carte qu'on s'était faite. C'est où ça? C'est au Tibet oriental. Et on avait une carte faite à la main, un premier croquis qu'avait fait Louis-Marie, et nous on l'avait affiné quand on avait fait le deuxième tour. Et on est rentré quelques semaines après, il y a un petit gars qui est arrivé à la rédaction de Trek Magazine, c'était peut-être Jocelyn Chavy qui est en train de faire des photos là-bas d'ailleurs, et qui nous a dit, oh il y a un truc génial, ça s'appelle Google Earth, regardez. Et là on a vu notre carte tout à coup, tout en relief, avec les machins et tout. Non, nous l'idée géniale, c'est justement, l'idée géniale, on verra si elle est géniale, mais non c'est rien. C'est vous qui me direz si elle est géniale. C'est justement avec Louis-Marie Blanchard, on voudrait monter quelque chose là, en 2011 pour monter aux sources du Yalung, au Tibet. C'est un coin où personne n'est allé. C'est l'endroit où il y a le... J'ai rien entendu, hein. Ah, non, ouais. Bon, super. Alors, comment on fabrique ça? Encore une fois, je m'aperçois qu'on va devoir filer un petit peu sur, évoquer des choses, mais comment on fabrique ça? Il y a j'ai un petit peu de reverb, je sais pas à quoi c'est dû, peut-être, voilà. Est-ce qu'une idée, alors qu'elle soit géniale, nouvelle ou pas, est-ce qu'au départ on la mitonne à la maison? Est-ce qu'on se rend sur place? On parlait de reconnaissance avant de, on va dire, valider l'opération. Comment ça se passe? Il n'y a pas de règle. C'est extrêmement variable, ça dépend beaucoup des pays, ça dépend de comment on est déjà implanté dans le pays. Est-ce que c'est un pays entièrement nouveau? Donc c'est difficile de faire une règle générale. Vous avez un pays comme le Népal, bon, on est quand même implantés les uns les autres au Népal depuis des années et des années. On a des relais locaux, des Sherpas qui connaissent très bien certaines vallées qui sont déjà... Donc on a déjà une masse d'informations importante. Quand on va au fin fond de la Chine, dans des massifs, le Yalung par exemple, dont on vient de parler, ou d'autres, c'est pas du tout la même dynamique. Donc on peut pas faire une règle générale. On peut s'appuyer sur des voyageurs, nous on en reçoit tous, des gens qui ont voyagé. Je pense à Olivier Sourdieu qui a fait une traversée de l'Himalaya il y a quelques années en arrière. Olivier est rentré avec plein de belles idées, il a apporté plein de trucs en disant ouais là-bas c'était super. Mais ces idées, on les a pas forcément vendues parce qu'elles sont pas connues, parce que c'est des lieux trop. Donc oui, non, beaucoup dans le bureau quand même. Je dirais que c'est même inversement proportionnel à la taille de l'entreprise. Une entreprise comme celle de Christophe, avec 2 salariés, va parfois beaucoup plus sur le terrain, ou une entreprise avec 12, qu'une entreprise de 100 salariés. Donc là, effectivement, il y a la part du rêve, et je délègue beaucoup. Je délègue beaucoup à des gens comme, alors on parlait de Louis-Marie Blanchard tout à l'heure, qu'on connaît tous. Voyageurs, oui. Vous avez un autre personnage haut en couleur qui tient la tente tibétaine à la sortie là, ici du salon. Il s'appelle Jean-Pierre Drochon, qui est notre assistant numéro 1 en Chine du Sud-Ouest. Lui, ça fait 22 ans qu'il va en Chine et il connaît la Chine sur le bout des doigts. Moi, je connais beaucoup de pays dans le monde, mais je ne vais pas tant que ça sur le terrain. Alors, le rôle du chef de produit, c'est vraiment un rôle... Le chef de produit, c'est un nom barbare, mais le travail aussi a quelque chose de barbare. On est là pour mettre en place des produits et qu'ils soient rentables pour l'entreprise. Alors il y a le côté passion, bien sûr, mais c'est pas celui-là qui l'emporte. Alors, sur ce thème-là? Oui, sur ce thème-là, il y a le fait quand même aussi que, là, ce que décrit Robert, c'est de la création d'itinéraires. Oui, c'est-à-dire, la zone est vierge, on crée un itinéraire. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais si on remonte sur les 5 dernières années, la création d'itinéraires, ça représente
10% peut-être, voilà, de la production. Ce qui veut dire que 90% de la production, et c'est pas péjoratif de dire ça, c'est la réalité, parce que si on devait faire ça sur tous les itinéraires, malheureusement, il faudrait payer vos voyages 2-3 fois plus cher, parce que c'est un investissement colossal. Donc la plupart des itinéraires sont souvent conçus à partir de l'expérience d'autres agences. Par exemple, Tirawa met un nouveau circuit au point dans une région de Patagonie. Alibert dit tiens, c'est sympa, ils sont allés là-bas, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Il appelle son réceptif en Patagonie en disant t'as vu le séjour d'Alibert? Ah ouais c'est bien, ils ont fait ça, on a compris comment ils ont fait comme ci, comme ça. Donc à ce moment-là, c'est pas qu'ils vont copier, il va dire bah nous maintenant, je te donne un cahier des charges, essaye d'adapter quelque chose pour nous créer quelque chose. Donc c'est souvent, enfin, je parle à votre nom, mais parce que nous on fait comme ça, à notre tout petit niveau on fait aussi comme ça. Donc c'est pas dire qu'on copie, mais c'est plutôt on s'est inspiré, ils ont fait pareil, ils ont résolu des problèmes. On peut faire, c'est un peu de l'assemblage, on va dire, en y mettant nos couleurs. Et puis de temps en temps, effectivement, il va y avoir du véritable repérage. Nous, on l'a. Le gros travail, en fait, de la production, c'est plus le suivi des circuits déjà existants. On y a fait un petit peu allusion tout à l'heure. Il y a des pays où les choses bougent extrêmement vite. Je vais prendre un exemple, le Vietnam, qui est une destination importante pour la découverte, le trekking aussi, parce que dans le nord, il y a des montagnes avec des ethnies intéressantes. Le Vietnam est sur une dynamique de développement faramineuse avec des routes qui se construisent partout. Et le gouvernement vietnamien veut désenclaver tous les villages. Donc il y a des routes qui se construisent. On a exactement la même configuration au lac Zanskar. Moi j'ai connu le lac Zanskar il y a 30 ans à l'ouverture, peu de temps après que la route ait été construite entre Srinagar et Leh. Aujourd'hui il y a des routes qui désenclavent tous les villages importants. Donc notre travail aujourd'hui, c'est vraiment l'étude de ce développement industriel et économique dans les pays qui sont historiquement nos pays où on pratique le trek, car aujourd'hui, ce développement va complètement à l'encontre de notre intérêt. C'est tant mieux pour les populations locales, mais il est évident qu'une traversée du Zanskar avec une route intégrale qui va suivre le parcours de Manali jusqu'à Leh n'aura plus le même goût qu'aujourd'hui. Donc, il faut anticiper aussi là-dessus. Dire, bon, dans 5 ans, qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire ?